Donc, bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, je suis Myriam Trigé-Fasca, directrice du développement durable et des affaires publiques pour Target Europe. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire qui est sur le thème de la construction bas carbone et des défis pour la qualité de l'air intérieur. C'est le deuxième webinaire de notre série Regards croisés, après celui que nous avons consacré à l'économie circulaire il y a quelques semaines. Alors, petit point technique. Avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos micros et caméras pendant la durée du webinaire. Vous pouvez poser vos questions à l'écrit à travers le chat. Celles-ci seront récupérées et nous pourrons y répondre à la fin des interventions. Pour information, nous enregistrons cette session qui servira dans le cadre de notre communication destinée aux médias. Alors aujourd'hui, j'accueille un expert incontournable du paysage de l'air intérieur en France. C'est Madame Suzanne Déhoux, docteure en médecine ORL, professeure associée honoraire à l'Université d'Angers, fondatrice de Medieco. Vous êtes aussi présidente de Bâtiment Santé Plus. Bonjour Suzanne. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Donc, nous sommes aussi également avec Benjamine Proisy, qui est directrice marketing, technique et développement durable pour Target France. Et Benjamine nous présentera des exemples concrets de solutions Target. Bonjour Benjamine. Bonjour Myriam, bonjour Suzanne, bonjour à tous. Bonjour. Dans ce webinaire aujourd'hui, nous allons aborder, comme nous l'avons dit, un défi de taille. Comment trouver un équilibre entre la construction bas carbone, la santé des occupants? Nos bâtiments durables peuvent-ils encore améliorer la prise en compte de la qualité de l'air intérieur grâce aux nouvelles réglementations et aux labels reconnus dans le secteur? Nous allons aborder aussi les choix de matériaux sains et comment on doit prendre en compte ce besoin de bonne qualité de l'air en amont des projets. Et puis, quelques produits Target exemplaires dans ce domaine qui permettent de combiner l'économie circulaire et la qualité de l'air intérieur. Nous passons en moyenne 90% de notre vie dans des milieux clos. C'est pourquoi la qualité de l'air intérieur est un critère essentiel pour le bien-être des occupants. Il y a 20 ans, le bâtiment durable consistait à réduire les consommations d'énergie et de ressources grâce à une meilleure isolation, des équipements de chauffage et de ventilation, ainsi que des systèmes de gestion des bâtiments que l'on voulait plus performants. Cela s'est parfois accompagné d'une véritable dégradation de la qualité de l'air par manque de renouvellement d'air, mais aussi par une mauvaise gestion de l'humidité. Alors, des études ont été réalisées, on a appris depuis et on a identifié des bonnes pratiques qui permettent d'avoir un équilibre entre l'objectif de performance énergétique des bâtiments et le bien-être des occupants. Alors, nous sommes aussi, en tant que citoyens, de plus en plus sensibilisés aux problématiques de pollution en général, de pollution de l'air extérieur, mais aussi de pollution de l'air intérieur. Et nous avons des exigences de plus en plus importantes, on le voit par les demandes et les interrogations de nos clients. Aujourd'hui, l'enjeu climatique, la raréfaction des ressources nous oriente vers une économie circulaire et la construction bas carbone. De nouvelles réglementations comme la RE 2020 et la loi anti-gaspillage et économie circulaire voient le jour. Tout cela doit nous amener vers la neutralité carbone à l'horizon 2050 en réponse à l'urgence climatique. Dans ce contexte qui met en lumière les nouveaux enjeux de la construction autour du climat, quelle place va avoir la qualité de l'air intérieur? Alors, je vais me tourner vers Suzanne. Vous êtes docteur en médecine ORL. Vous avez passé une partie de votre carrière, je crois que c'est 15 ans, à nous soigner. Aujourd'hui, vous nous éduquez pour concevoir des bâtiments sains. Alors, Suzanne, quelle est la situation pour vous aujourd'hui sur la qualité de l'air intérieur que vous suivez depuis de nombreuses années? Près de 50 ans, je crois. Oui, voilà, ça c'est glorieux, ça, hein, c'est vrai. Bon, c'est vrai que oui, j'ai commencé à exercer en 71, donc vous voyez que c'est pas récent, l'an prochain, on pourrait fêter le jubilé. Donc, bon, c'est vrai qu'en tant qu'ORL, c'est une spécialité
bien sûr, qui est tourné vers l'environnement, puisque l'air que l'on respire passe par les voies respiratoires supérieures, le bruit, bon, je passe ces détails. Alors, c'est vrai qu'on a une véritable prise de conscience sur la qualité de l'air intérieur depuis une vingtaine d'années, depuis le XXIe siècle, puisque l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur n'a été créé qu'en 2001. Bon, on découvre l'importance de respirer à l'intérieur des bâtiments. Avant, on s'occupait de la qualité de l'air extérieur, maintenant on s'occupe de la qualité de l'air intérieur, ce qui est bien. Mais aussi, on doit conjuguer, vous l'avez dit déjà, les économies d'énergie avec la qualité de notre environnement intérieur. Et ça, c'est pas facile parce que on peut être excessif, traiter des problèmes qui ont apparemment des contradictions, c'est pas facile. Alors les compromis sont pas faciles à obtenir. Alors c'est vrai que les économies d'énergie ont été l'objet vraiment de propositions des fois un peu excessives. Par exemple, on installe une ventilation double flux, ce qui est pas mal, mais on dit en même temps, surtout n'ouvrez pas les fenêtres. Alors, il y a quand même aussi à prendre en compte aussi le côté psychologique de l'ouverture des fenêtres. Bon, bien sûr que quand on renouvelle l'air, on perd de l'énergie puisqu'on va évacuer de l'air extrait chaud et on va le remplacer par de l'air dit neuf, froid. Donc, bien sûr qu'il y a un coût énergétique, mais aussi il faut savoir qu'il y a un coût sanitaire majeur de ne pas renouveler l'air. Et donc, il y a le coût des pathologies respiratoires est quand même très important. Voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, on est avec notre virus. Alors là, c'est extraordinaire parce que ce virus nous apprend qu'il faut ouvrir les fenêtres. Alors donc, on a le Premier ministre qui va nous dire à combien de temps il faut ouvrir les fenêtres, à quel moment. Le Haut Conseil de santé publique, le comité scientifique va nous dire il faut ouvrir les fenêtres tant de fois par jour, tant de minutes. Bon, on est maintenant, quand même, c'est un peu extraordinaire. Il faut bien savoir que quand même ouvrir les fenêtres, ok, c'est un geste qu'on a appris depuis le 19e siècle, mais il n'est quand même pas suffisant. Voilà, c'est le problème, c'est que le renouvellement ne va pas être efficace, et même dans les écoles qui n'ont pas de système de ventilation, on va leur dire ouvrir les fenêtres, mais aussi on dit par même temps qu'il faut que chaque enfant ait 6 mètres cubes d'air pour être réglementaire. Or, on ne les a pas souvent. Bon. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on sait que si on ne renouvelle pas l'air, on va avoir une augmentation. Ce n'est pas une découverte de savoir qu'on renouvelle l'air et qu'on va avoir une augmentation des maladies contagieuses. Ça, ce n'est pas une découverte. On a plein d'études qui le montrent, qu'on peut économiser, par exemple en France, 1 à 2 milliards d'euros en diminuant le nombre de grippes, en renouvelant l'air et en entretenant les systèmes de ventilation. Donc, tout ça, voilà où on en est actuellement. Il y a aussi un sujet actuellement qui me préoccupe un peu parce que du coup, avec ce virus, on va nous proposer plein de systèmes de solutions d'épuration de l'air, plus ou moins efficaces. Ça devient un marché. Donc, voilà, la qualité de l'air devient aussi un marché économique, mais avec des propositions de solutions qui ne sont pas automatiquement pertinentes. Oui. Voilà. Il faut faire un bilan actuel. Oui, merci Suzanne. Alors, en plus de la performance énergétique, aujourd'hui, l'ambition bas carbone a-t-elle, selon vous, un impact potentiel sur la qualité de l'air des bâtiments? Mais oui, évidemment, bien sûr qu'il va falloir réfléchir parce que c'est toujours pareil. Quand on a un objectif environnemental et qu'il faut aussi traiter l'objectif sanitaire, ben, il faut réfléchir. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme problématique? D'abord, un côté positif. C'est-à-dire, le côté positif, c'est qu'on va inciter à l'éco-conception des produits. C'est-à-dire que dès la conception, on va intégrer des critères qui pourraient être gênants en fin de vie. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et donc, à ce titre-là, on peut, dans l'éco-conception, prendre en compte la qualité de l'air final, la présence de substances qui pourraient être dans le produit, qui seraient réintroduites dans la boucle. Donc ça, c'est positif. Donc, il va falloir réfléchir. Ensuite, dans les ambitions bas carbone, bien sûr qu'on va inciter au recyclage. Et ça, c'est très bien.
mais bien sûr qu'il faut l'évaluer sanitairement. Alors, les produits issus du recyclage et mis sur le marché vont être considérés comme des nouveaux produits. Donc, à ce titre, ils vont être soumis, bien sûr, aux évaluations sanitaires qu'on fait pour les produits dits traditionnels. Donc, ça, c'est pas mal. Là où ça peut être un peu plus difficile, et pour l'instant, ce n'est pas tellement bien évalué, c'est les produits issus du réemploi. Parce que je m'aperçois, enfin, je m'y intéresse particulièrement, et on a proposé des projets, et c'est vrai que certains produits, surtout les produits bois, ils ont pu être traités par des biocides, des insecticides, des fongicides qui sont rémanents. Ils peuvent contenir, à cause des cols, du formaldéhyde qui persiste pendant 15 ans, 20 ans. Donc là, il y aura besoin d'évaluation parce que sinon, si on les remet, si on les réinstalle sans évaluation, on peut avoir des surprises. Voilà, je pense que voilà un petit peu les problèmes qu'on pourrait avoir, les avantages et les inconvénients. Merci Suzanne. Alors aujourd'hui, on a la loi, la RE 2020 est en cours d'application. Elle va bientôt arriver et on s'y prépare. Elle valorise les matériaux biosourcés. Donc pour vous, est-ce que ça a une incidence sur la qualité de l'air intérieur? Alors, c'est pareil, c'est comme la question précédente. C'est les matériaux biosourcés. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'un matériau biosourcé, ça veut dire qu'il a une teneur, d'ailleurs qu'il faut évaluer, de biomasse végétale ou animale. Bien, ça, c'est le contenu. Ensuite, cette origine, donc en partie végétale, en partie naturelle, ça ne garantit pas la sécurité sanitaire. Ce n'est pas parce que c'est un matériau dit naturel, alors entre guillemets, que c'est un matériau sain. On a des exemples magnifiques. L'amiante, c'est un bel exemple de produit naturel, c'est une roche, hein, mais qui est hautement toxique, on s'en est aperçu. Pareil, le radon, c'est naturel et c'est cancérogène. Je ne vous conseille pas de manger de l'amanite phalloïde, qui est quand même un champignon naturel. Voilà, donc il faut arrêter avec cet amalgame naturel égale bon. Bon. Alors, par ailleurs, pour l'attribution du label biosourcé pour un produit, il est bien précisé, dans le référentiel, il est bien précisé que le terme de produits de construction biosourcés ne préjuge pas de la performance, des qualités environnementales, économiques, sociales et sanitaires. Donc c'est clair, c'est pas parce que la définition produit biosourcé ne certifie qu'un pourcentage de matière biosourcée. Point. Donc, et d'ailleurs, il y a beaucoup de produits qui se disent biosourcés et qui contiennent 20% de liant polyester. Ça ne me gêne pas. Le polyester n'est pas un toxique particulier, mais par contre, il faut bien le dire, ce n'est pas automatiquement naturel. Bon. Alors, ensuite, les substances qu'on peut avoir, on pourra peut-être en reparler, mais tous les produits doivent être analysés de la même façon, avec les mêmes critères, qu'on pourrait éventuellement détailler si vous le souhaitez. Donc, l'appellation biosourcée, ok, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant pour dire si oui ou non ça impacte sur la qualité de l'air intérieur. Et puis, cette manie de poser matériaux dits biosourcés, matériaux synthétiques, c'est aussi, il va falloir revoir un petit peu ça, puisque on peut faire des matériaux synthétiques à partir de chimie verte. Donc, je crois qu'on est dans un changement de réflexion, et c'est là qu'il faut bien l'accompagner et pas partir sur des vues simplistes. Alors, de manière pragmatique, quelle démarche conseillez-vous pour justement, dans les choix, ne pas compromettre la santé et le bien-être des occupants dans les bâtiments? De toute façon, tout matériau qu'on utilise dans le bâtiment doit être soumis à la même analyse, je viens de le dire. Alors, ça veut dire quoi? D'abord, est-ce qu'il y a des substances cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques qu'on appelle CMR? Bon, par exemple, la poussière de bois, c'est un cancérogène. Donc, vous voyez, il ne faut pas… Alors, bien sûr, la poussière de bois, pour l'occupant du bâtiment, il ne va pas être soumis. C'est le travailleur.
c'est le travailleur qui va être exposé. Mais il faut, vous voyez, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que c'est biosourcé qu'on est exempt. Bon, alors on commence par ces substances-là. Ensuite, on regarde la résistance de ces produits face aux contaminants, surtout aux moisissures, parce qu'il est évident que si on a des développements de moisissures qui se produisent, les moisissures, ça émet des toxines, c'est des substances irritantes et des substances cancérogènes. Donc, on a la totale avec les moisissures. Donc, on a besoin de produits qui résistent à ce développement de moisissures, avec une humidité qu'on a de plus en plus dans les bâtiments, puisqu'on a une étanchéité à l'air importante et souvent un mauvais renouvellement d'air. Bon, ok. Ensuite, bon, les performances, l'émission de fibres et de particules doit être évaluée et souvent les traitements qui vont avec. Ça peut être les traitements retardateurs de flamme, ça peut être des traitements antifongiques. Donc ça, tout ça, c'est à voir. Et in fine, tous ces produits, comme tous les produits industrialisés, doivent être analysés sur leurs émissions de composés organiques volatiles, que ce soit formaldéhyde, terpènes, qui avec l'ozone vont donner du formaldéhyde. Voilà, donc il faut avoir une vue, et aussi la radioactivité, puisqu'on peut avoir de la radioactivité naturelle sur des process, ça peut arriver avec des produits de recyclage. Si on recycle des produits minéraux, on peut augmenter la radioactivité du produit qu'il faut contrôler. Point. Voilà. C'est comme ça qu'on peut être sûr que finalement, on n'aura pas de problème pour la santé des occupants. D'accord, merci Suzanne. Et les labels dans tout ça? Est-ce qu'ils nous protègent? Alors, d'abord les labels. Un label, ce n'est pas parce qu'il y a une étiquette et un nom qu'on a une garantie. On va pouvoir avoir une garantie avec les labels suivant le référentiel qui permet d'établir ce label et suivant l'évaluation par une tierce personne indépendante, une structure indépendante. Parce qu'on voit fleurir des labels, quand on demande, alors ils peuvent être américains, ils peuvent être danois, alors danois ça fait bien, et quand on creuse, on n'arrive pas à avoir le référentiel, on nous dira « Ah oui, ça a été vu par un comité de toxicologues. » Ah ouais, mais alors qu'est-ce qu'ils analysent ces toxicologues? On a eu la curiosité, dans une étude qu'on a faite récemment pour l'ADEME, sur les fournitures scolaires, de tester des produits qui avaient des labels américains ou danois, et être catastrophé de voir les résultats. On trouvait du forme, et en plus c'était des produits à toucher par les doigts, à toucher aux doigts par les enfants. On a trouvé une quantité de formaldéhyde, d'hydrocarbures aromatiques, c'est impressionnant. Donc voyez les labels, c'est une chose, mais pour savoir si ce label est intéressant, il faut connaître le référentiel et la structure qui le certifie. Voilà. Alors, il y a après des labels qui sont intéressants. Bien sûr, mais souvent, c'est par famille de produits. Hein. Il est évident que des labels comme... bien sûr, on a l'étiquette A+, mais bon, l'étiquette A+, il n'y a pas de contrôle. Mais quand même, on n'a pas eu trop de dérapage. Mais ensuite, on a le label, par exemple, Ecocode EC1+, qui est un label très contraignant et très satisfaisant et indispensable pour les produits de pose, les primaires, les ragréages, les cols. Il y a ensuite le label Goutte, qui est très contraignant pour les moquettes, parce que les moquettes ont eu une mauvaise image, et finalement, c'est les produits les plus faiblement émissifs. Voilà, donc on a, vous voyez, ce problème de label. Alors, il y a bien sûr des labels européens, comme l'écolabel européen, mais bien sûr qu'ils sont intéressants, mais ils font à la fois les données environnementales et les données sanitaires. Et souvent... Ils ne peuvent pas être bons partout. Sur les données sanitaires, je suis des fois un petit peu... C'est un peu limite. Voilà. C'est pas assez contraignant. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Suzanne, pour cet éclairage. Alors, on va essayer d'approfondir ces sujets en voyant comment Target y répond et donne des informations claires sur la performance sanitaire de ces produits. Donc, nous savons que les revêtements de sol, leur installation, leur entretien peuvent être source de pollution de l'air intérieur. Donc, on parle bien sûr des composés organiques volatiles, qui sont les gaz émis par les matériaux, qu'ils soient naturels ou synthétiques, comme l'a très bien expliqué Suzanne. Le terme composé organique volatile recouvre un ensemble de composés chimiques dont certains peuvent effectivement avoir des effets néfastes à court et à moyen terme sur la santé.
Les composés semi-organiques volatiles, quant à eux, sont des composés qui sont un peu plus lourds que les composés volatiles, mais qui vont rester à la surface des matériaux desquels ils sont émis. Ce sont typiquement, puisqu'on est dans le revêtement de sol, les phtalates qui ont été utilisés pendant de nombreuses années comme plastifiants. On sait que certains d'entre eux sont dangereux, certains ont même été identifiés perturbateurs endocriniens. Donc, comment Target a fait pour réduire ces émissions et comment Target donne les éléments de preuve et d'information à ses clients. Donc, il y a une dizaine d'années, Target a pris des décisions stratégiques en matière de développement durable et de qualité sanitaire de ses produits, et notamment celle de réduire de manière importante les COV de ses produits vinyles, linoléum et textiles. Les efforts de la recherche et du développement entrepris ont permis ainsi à Target de proposer des produits qui vont au-delà des normes applicables dans notre secteur. Donc, depuis 2011, nos revêtements de sol garantissent des émissions de composés organiques volatiles faibles et très faibles, avec des produits qui offrent des niveaux d'émissions inférieurs à 100 microgrammes par mètre cube ou à 10 microgrammes par mètre cube, qui est 10 ou 100 fois plus faible que les normes et réglementations françaises. Le groupe a également mis au point des techniques de pose sans colle avec des collections de revêtements de sol vinyle en pose libre ou des collections modulaires clipsables, sans oublier bien sûr la moquette en dalle. On l'oublie souvent, la qualité de l'air intérieur est aussi dégradée par les produits d'entretien, de nettoyage et de maintenance, grâce à des surfaces résistantes aux salissures et des protocoles de maintenance et de nettoyage adaptés. Et on sait qu'aujourd'hui, on a eu de nombreuses questions concernant l'entretien des revêtements de sol dans le milieu hospitalier. Et donc, nous avons aussi rappelé quelles étaient les bonnes pratiques pour nos clients. Et l'utilisation des détergents neutres permet de réduire les taux des niveaux de COV dans l'air tout en garantissant des bonnes performances d'hygiène et de résistance à la contamination. Alors, parce que les produits de Target ont des niveaux d'émission de composés organiques volatiles inférieurs aux normes internationales et à l'étiquetage obligatoire en France, nous avons voulu communiquer auprès de nos clients à travers une certification par un laboratoire indépendant, le laboratoire Eurofins, sur les niveaux d'émission des COV de nos produits inférieurs à 10 microgrammes et 100 microgrammes. Et nous pouvons produire ces certificats à nos clients. Cela nous permet aujourd'hui de différencier nos produits par rapport aux autres produits sur le marché qui, eux, conformément à la loi française, peuvent afficher des niveaux d'émission jusqu'à 999 microgrammes par mètre cube, tout en ayant le meilleur niveau dans le marquage français A+. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à accepter parce que nous avons vraiment travaillé pour améliorer la performance sanitaire de nos produits en réduisant les émissions de COV dans l'air. Et on a dû faire nos propres labels avec un laboratoire indépendant parce que nous ne pouvions pas démontrer la supériorité de nos produits à cause d'un référentiel trop laxiste. Concernant maintenant les composés organiques semi-volatiles, donc nous l'avons dit, les phtalates peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Là encore, Target a décidé de sortir du débat et a substitué ces molécules de plastifiants par des plastifiants utilisés pour le contact alimentaire ou les jouets. Aujourd'hui, toute notre production européenne est sans phtalates et nos revêtements de sol bas avec de faibles émissions et sans phtalates ont aussi une forte contribution à apporter, notamment dans les labels bâtiments durables comme le LEED, le HQE, le WELL ou le BREEAM, dont certains reconnaissent des niveaux plus faibles que la réglementation. Aujourd'hui, 14% des enfants dans le monde, comme l'a dit Suzanne, souffrent d'asthme et cette maladie constitue une cause importante d'absentéisme dans les écoles notamment. Donc l'asthme et les allergies peuvent être provoqués par différents facteurs, notamment les poussières, les particules fines, ainsi que des composés organiques volatiles.
C'est pourquoi tous les produits de Tarkett sont éco-conçus dans la démarche qui tient compte des impacts sanitaires et environnementaux. On a reçu ainsi l'approbation de différents labels décernés par des associations de patients, notamment l'association britannique Allergy UK, qui a approuvé nos gammes linoléum, nos gammes vinyle iconique et omnisport. Pourquoi ces gammes ont-elles ce label en priorité, et c'est un choix de Tarkett? C'est parce que ces produits sont souvent utilisés ou dans le secteur de l'éducation, voire pour la gamme iconique dans le secteur résidentiel. Donc une bonne qualité d'air à l'école et à la maison. Je vais maintenant laisser la parole à Benjamin, qui va nous donner des exemples concrets côté produit, où on a pu allier à la fois l'éco-conception, le bas carbone et une bonne qualité d'air. Benjamin. Merci beaucoup Myriam et merci Suzanne pour votre éclairage qui a été très intéressant. Alors, je vais vous présenter deux gammes de produits qui se caractérisent par le fait que, au-delà de répondre aux caractéristiques techniques demandées par les législations françaises notamment, vont bien au-delà et apportent des réponses vraiment fortes sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. Alors, la première gamme de produits sur laquelle je voudrais passer quelques moments, c'est sur une gamme textile. Donc, chez Tarkett, on parle de textile quand on parle de moquette. Et donc, on a développé depuis quelques années une collection qui s'appelle Airmaster. Donc, la collection Airmaster, et donc, ce sont des dalles de moquette 50 cm sur 50 cm qui ont cette caractéristique de retenir les impuretés de l'air. Il s'agit en fait d'un fil qui permet de capter 4 fois plus que les gammes concurrentes les impuretés qui peuvent être volatiles dans les espaces dans lesquels nous évoluons, en particulier au bureau. Alors, cette collection de moquettes a été certifiée par la GUI, donc, dont on a déjà parlé, la Gesellschaft für Umwelt und Innenraumanalytik. Donc, c'est cet organisme qui certifie les moquettes et dont Suzanne parlait, qui prouve que les moquettes ont des impacts positifs pour les utilisateurs. Et donc, il y a certains niveaux en fait qui sont proposés. Et sur cette gamme de moquettes Airmaster, nous avons atteint le niveau Gold+. Donc, en gros, on est les seuls Européens, les seules moquettes européennes qui proposent ce niveau de labellisation, mais qui est vraiment une sécurité. Et je trouve qu'il est importante aujourd'hui, quand on est dans cette crise sanitaire où chacun cherche à faire attention à sa santé, poser ce genre de moquette, c'est vrai que c'est extrêmement rassurant. Alors, on a expliqué là, du coup, cette gamme de moquettes Airmaster et cette collection là, qui a été lancée il y a un petit peu plus d'un an, est-elle qualifiée Gold? Alors, Gold, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est le fruit, en fait, du travail de nos équipes R&D sur la thématique environnementale. Donc, Tarkett a choisi d'adopter une approche cradle to cradle. Cradle to cradle, ça veut dire du berceau au berceau. Et l'idée, c'est de passer d'une économie, une approche linéaire de la consommation, je fabrique, je pose, j'utilise et je jette, à une approche circulaire, c'est-à-dire qu'on fait toujours pareil, on fabrique, on installe, on utilise, puis on recycle et on réemploie pour refabriquer de la nouvelle matière. Et donc, la totalité de nos produits sont fabriqués avec cette approche du berceau au berceau, et les produits qui sont éligibles à la certification sont certifiés. Et donc, la gamme Desso Airmaster, elle a atteint le niveau Gold. Donc, c'est extrêmement élevé. Il existe extrêmement peu de produits de matériaux de construction qui ont atteint ce niveau. Et en particulier, on a été tout à fait valorisé sur la dimension qualité de l'air intérieur, puisque ces produits sont vraiment très contributeurs pour fabriquer ou proposer des espaces de travail plus sains et plus durables. Un autre produit ou une autre gamme de produits ou un ensemble de collections qu'on a lancé, ce sont effectivement les produits qui sont posés sans colle.
Donc, Myriam soulignait justement que nous avons développé beaucoup de produits qui sont non collés. Et Suzanne expliquait qu'effectivement, le fait de rajouter à chaque fois de la matière, forcément, est sujet à l'émission de particules volatiles. Alors, du coup, on a pris cette solution un petit peu radicale, c'est de proposer des produits qui se posent sans colle. Donc, on en a dans le domaine textile, puisque nos gammes textiles se posent on appelle en pose libre, en pose non collée. Également, ce qu'on appelle de la LVT, donc ce sont des revêtements de sol en lame et en dalle que l'on peut soit cliquer, soit laisser en pose complètement libre. Donc, on en pose notamment pas mal dans les bureaux, mais aussi dans l'ensemble des segments que nous adressons. Et nous avons lancé nos premiers rouleaux là au mois de juillet. D'ailleurs, je me trompe, dès janvier 2020, nous avons lancé une gamme de rouleaux en pose non collée pour le domaine de l'habitat. Et on a lancé d'autres produits en juillet pour des zones à fort trafic. Et donc, l'ensemble de ces collections s'appelle les produits Genius. Genius, pourquoi? Parce que c'est un peu des produits géniaux qui nous permettent d'être posés sans colle. Ces produits-là, au-delà de ne pas contenir de phtalates, au-delà d'être extrêmement peu émissifs en termes de COV, on est en dessous de 1000 microgrammes, en dessous de 10 microgrammes par mètre cube sur l'ensemble de cette collection. Eh bien, au-delà de ces éléments fondamentaux, eh bien, ces produits peuvent en outre être recyclés à l'infini, puisque vous imaginez bien qu'un produit qui a été posé sans colle peut très facilement être réenroulé et puis renvoyé à l'usine pour qu'on refabrique du nouveau produit. Et ça, c'est vraiment un élément fondateur de Tarkett, qui est d'allier à la fois des produits qui sont respectueux de la santé de nos utilisateurs, respectueux de la planète, et l'ensemble pour un prix qui reste dans les prix du marché. Donc, c'est la quadrature du cercle qu'on réussit à atteindre sur ces produits-là. Voilà, donc j'étais heureuse de vous présenter ces types de collections qui font la différence sur le marché aujourd'hui. Pour terminer mon intervention, je voulais aussi rappeler que Tarkett a été valorisé très récemment par une communication qui a été faite, enfin, d'une étude qui a été faite par Le Point avec l'agence de statistiques Statista. Et on a eu le plaisir de constater que Tarkett était la première entreprise dans la catégorie matériaux de construction et 24e sur les 250 entreprises qui ont été évaluées dans cette approche. Donc, on est extrêmement fiers de ce résultat et c'est vraiment la preuve que Tarkett ne prend pas ce sujet à la légère et qu'on s'investit extrêmement fort sur ce sujet. Donc, vraiment, je vous le dis, c'est l'ADN de Tarkett et un ADN qui est reconnu par une étude qui est tout à fait valable et qui est sortie récemment. Je voulais laisser la parole à Suzanne pour conclure cet échange, puisque nous arrivons au bout des éléments que vous voulez partager à ce moment. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que voilà, vous affichez le prochain colloque, puisque ce colloque, les défis bâtiment santé, fêtera ses 10 ans en 2021. C'est un colloque que j'avais monté lors de la création du master risque en santé et l'environnement bâti, avec les étudiants et pour les étudiants, pour faire reconnaître leurs compétences. Il a une bonne vie et chaque édition renouvelle les thématiques. Et bien sûr que nous l'avons orienté sur l'économie circulaire, vous avez vu, avec une apostrophe et AIR, pour mettre en évidence l'importance de la prise en compte de la qualité de l'air quand on va recycler, réemployer, réutiliser, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, on aura de belles interventions. Et là, nous avons déjà le ministère de la Culture qui est partenaire avec son service d'architecture, parce que c'est un sujet qu'il trouve très important. Donc, je pense qu'on aura une très belle journée. Ça se passe à Paris. Vous avez donc le 24 juin. Et je pense que d'ici là, on aura le temps d'en reparler parce qu'on va publier une newsletter la semaine prochaine, justement pour faire penser que l'environnement, bien sûr qu'il faut s'en préoccuper, mais il ne faut pas oublier qu'on construit pour l'homme. Voilà. Tout à fait, Suzanne.
Merci encore pour votre participation. Vous êtes quelqu'un de passionnant et d'inspirant. Un vrai modèle en ce qui concerne l'implication et le travail acharné pour faire changer les choses. Et on est très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci. Je pense que nous avons le temps de passer à des questions. Nancy? Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai une première question de Laure. Bonjour Laure. Alors, retenir les poussières, mais que deviennent-elles dans le temps? Peut-on les aspirer, nettoyer ensuite ou risque-t-elle d'être recrachées? Voilà, je pense que c'est une question pour Benjamin. Oui, bonjour Laure. Merci pour cette question. Et alors, je ne l'ai effectivement pas dit pendant ma présentation, rassurez-vous, ces organismes qui sont donc retenus dans les collections Airmaster sont ensuite aspirés et partent avec l'aspiration et ne repartent pas évidemment dans l'air intérieur de nos bureaux. Voilà, donc pas d'inquiétude sur ce sujet. C'est vrai, l'innovation pour des matériaux qui peuvent avoir d'autres performances ne dispense pas d'appliquer les bonnes règles d'entretien, de maintenance et de nettoyage qui sont recommandées. Ok, ben, merci beaucoup. Alors, j'ai une deuxième question. Vous mentionnez les biocides. En cette période de pandémie, le traitement biocide dans les matériaux en contact avec l'air est-il nécessaire? Je suppose que c'est pour moi cette question. Alors non, c'est pour Benjamin. Ah bon, d'accord. Je pense. Mais Suzanne, vous pourrez… Suzanne, vous pouvez aussi intervenir. Non, parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir le point de vue de Suzanne dans un premier temps, et puis je compléterai peut-être avec ce que Tarkett fait. Je pensais que c'était pour moi. Bon. Mais je pense qu'il faut avoir une réponse, un duo, un tandem. Oui, tout à fait. Tandem. Alors, je pense qu'il faut arrêter un peu de vouloir mettre des biocides, des désinfectants, des produits. Alors, il faut chaque fois savoir bénéfice-risque. Est-ce qu'il est important de mettre des substances alors, en principe, on peut avoir des substances qui ne sont pas volatiles, hein, comme biocides. Donc, à ce moment-là, elles sont dans le produit et ne vont pas partir dans l'air intérieur. Donc, ça, OK, hein, c'est des substances inorganiques. Mais la plupart qu'on va utiliser sont des composés organiques ou semi-volatiles semi-volatiles. Vraiment, par exemple, on vous vend des éviers antibactériens, ça ne sert à rien. On va vous vendre de tout, des interrupteurs antibactériens, on va vous vendre tout un tas de produits. De porte. Ah, les poignées de porte, alors, les poignées de porte, quand c'est en cuivre, oui. Pourquoi pas? Parce qu'avec le cuivre, vous n'avez pas de risque d'exposition. Et c'est vrai que le cuivre diminue la croissance, gêne le développement qui pourrait se faire sur la poignée. Ça, pourquoi pas? Mais je ne sais pas si tout le monde va se payer des poignées. Exactement. Hein. Bon. Donc, je pense que, vous voyez, il faut raison garder. Hein. L'efficacité n'est pas à ce point nécessaire. Et il peut y avoir un résultat contraire. Bon, mais là, je vais laisser parler Benjamin. Oui, alors moi je rejoins complètement ce que dit Suzanne. Les biocides n'ont pas forcément apporté leurs preuves durablement sur le sujet de leur capacité en fait à tuer les virus. Et par ailleurs, ce que nous on souligne, et c'est vrai un véritable risque qu'on constate, c'est que sous prétexte d'avoir des produits biocides, on arrête de nettoyer. Ce qui est finalement une grossière erreur. Donc, Tarkett a pris la décision, face à l'inefficacité prouvée des biocides, de les supprimer et de travailler davantage sur la facilité d'entretien, parce qu'au final, c'est ça qui est important, c'est que les lieux soient propres et nettoyés. Et donc, notre recommandation, nous, de façon prioritaire, c'est que les sols soient nettoyés suivant le protocole d'usage, et de n'utiliser la désinfection qu'après coup et uniquement quand le produit a été confronté au sujet, par exemple, du coronavirus aujourd'hui. Rappelons quand même que le sujet véritable de cette nettoyage plus désinfection, c'est avant tout sur les sujets qui sont extrêmement tactiles, beaucoup touchés.
le sol, on le touche avec ses pieds et ses chaussures en général. Donc, le sol est très peu, n'est pas porteur, si vous voulez, quelque part. Donc, l'enjeu, c'est un bon entretien régulier et une désinfection unique si on est, par exemple, à l'hôpital dans une chambre qui a hébergé quelqu'un qui était atteint de la maladie. Voilà, c'est vraiment la recommandation de Target. Le risque de développer sans arrêt des biocides, etc., c'est de générer à terme des bactéries ultra résistantes qu'on ne saura pas tuer. Et là, on aura probablement d'autres sujets graves à traiter pour l'humanité. On peut signaler aussi que Target est partenaire de l'association Clean Hospitals, qui est elle-même une association de professionnels du milieu hospitalier et spécialisée dans la mise en place de bonnes pratiques et la formation pour les bonnes pratiques d'hygiène dans le milieu hospitalier. Ok, merci beaucoup à toutes. Alors, j'ai une autre question, je crois, pour Myriam. Oui. Comment éviter la circulation de matériaux contaminés dans le cadre de réemploi de matériaux? Alors, donc déjà, pour éviter d'une manière générale la circulation de matériaux contaminés dans le cadre du réemploi, il faut déjà éco-concevoir avec des matériaux sains, et ça, c'est dès à présent. Bon. Target a choisi d'appliquer cette démarche et communique sous forme de Material Health Statement la composition de ses produits et applique des règles strictes dans la sélection et l'évaluation des matières premières et des matières recyclées. Alors, en ce qui concerne les produits qui sont aujourd'hui installés dans les bâtiments, et spécifiquement dans le cadre du réemploi, comme l'a dit Suzanne tout à l'heure, il faut être très vigilant et travailler au cas par cas. Donc, on l'a vu, Suzanne a parlé des panneaux de particules qui pouvaient être de mauvaise qualité et rester contaminés pendant des années. Mais il faut aussi se méfier des protocoles de nettoyage qui ont été utilisés pendant des années, notamment sur des dalles de moquette. Donc, prévoir des opérations de remise en état, du nettoyage avant la remise en circulation. Et ça, il faut vraiment que les utilisateurs soient très vigilants lorsqu'ils choisiront des produits de réemploi. Enfin, pour ce qui est installé aujourd'hui, on a une absence totale d'informations sur leur conception et ils risquent aussi de contenir des substances qui sont aujourd'hui interdites. Suzanne, vous avez… Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je trouve que c'est très bien. Vous avez raison de dire, de parler de l'environnement dans lequel le produit a été installé, parce que là, on va avoir des interférences finalement de cet environnement. On a pu, je ne sais pas, émettre certains polluants qui vont être fixés. Le nettoyage, c'est très important. Et je pense que c'est surtout, pour moi, ce qui est important, c'est l'âge du produit, c'est-à-dire quand il a été installé. Alors souvent, c'est très difficile parce que, je le vois, on a des projets là, mais pour savoir, parce qu'il y a pu y avoir des rénovations, alors on ne sait pas quand, et le problème, c'est que, vous l'avez bien dit, il y a des substances qui sont actuellement interdites. Si donc on a un peu l'âge, la date d'installation, on va pouvoir en déduire oui ou non, il va y avoir ces molécules interdites ou pas. Donc ça, c'est un problème dans le diagnostic ressources que font maintenant, qui devrait se faire. On devrait demander, voilà, ce produit. Alors, parce que souvent, le bâtiment date, mettons, du 19e siècle, mais les produits ont été introduits après. Et quand? Parce que si c'est par exemple, vous parlez des phtalates, mais il y a des phtalates qui sont interdits déjà, et ces phtalates-là sont interdits depuis 2009 en France. Bon, si le produit est installé avant 2009, il risque d'y avoir ces phtalates qui actuellement sont vraiment classés reproducteurs, perturbateurs endocriniens. Voilà, donc ce sont les questions importantes qu'on doit se poser dans le réemploi. Et je pense que là, il faut de la vigilance. Il n'y a pas que le côté environnemental qui compte. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Merci Suzanne. Alors, de Bruno, la dalle Desso Futurity est classée argent en qualité de l'air. Quel est son niveau en quantité de COV ou COSP? Donc, je vais peut-être prendre. Oui, c'est pour Benjamin, une question produit.
Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas cette gamme de moquettes, c'est une gamme de moquettes qui a été mise sur le marché au mois de juin 2020, donc à la sortie du premier confinement. C'est une gamme de moquettes qui, un goût personnel, mais qui est quand même très esthétique et très originale, et qui a ce nom tout à fait intéressant de Futurity. Moi, je l'aperçois vraiment comme ça, c'est la gamme de demain, parce que c'est une gamme qui est complètement recyclable et qui intègre par son design lui-même cette notion de recyclabilité, ce produit a été tiré des piles de moquettes que l'on recycle dans notre usine, et qui donne finalement une impression à la fois d'aléatoire et en même temps un design très délicat qu'on a réussi à reproduire sur ces dalles de moquettes. Donc voilà, donc un très beau produit. Et donc ce niveau argent sur la qualité de l'air intérieur recouvre donc des particules volatiles totales à 28 jours inférieures à 100 microgrammes par mètre cube. Et pour les semi-volatiles, nous sommes inférieurs à 30 microgrammes par mètre cube. Donc, on est complètement dans l'approche target que Myriam vous a décrite. Benjamin, j'ai encore une question produit. La gamme Desso Airmaster est plus destinée au tertiaire, il me semble. Va-t-elle être déclinée pour l'habitat? Alors, ces gammes de moquettes, de toute façon, sont accessibles quel que soit l'usage. On en fait la promotion en priorité sur les bureaux. Ensuite, ces produits sont tout à fait éligibles pour l'habitat sans aucune difficulté. Ok, merci. Alors, par contre, on ne les trouve pas encore dans les grandes surfaces GSB. Donc, dans ce genre de situation, il est important de passer par votre artisan qui pourra passer commande auprès de nous ou passer dans la distribution professionnelle, négoce décoration par exemple. Ok, merci beaucoup. En fait, j'ai une dernière question. En quoi la RE 2020 vient impacter concrètement les industriels afin de les conduire à la neutralité carbone? C'est encore toi, Benjamin. Alors, la réglementation, donc la RE 2020, c'est la réglementation énergétique 2020 qui fait couler beaucoup d'encre ces temps-ci, puisque l'État a présenté le 24 novembre ses arbitrages, en fait, et on est maintenant dans une dernière phase de discussion entre les professionnels du bâtiment et l'État pour finaliser la mise en œuvre en fait, de cette réglementation qui sera effective, donc mise en place au 1er juillet 2021. Donc, c'est vraiment une réglementation qui est mise en œuvre très rapidement et c'est absolument indispensable si on veut que la France atteigne ses objectifs de neutralité carbone à horizon 2050. Alors, c'est une réglementation extrêmement contraignante dont on entend parler là, ces derniers temps. L'objectif, c'est de réduire effectivement les émissions carbone de 30 à 40% dans le milieu de l'habitat. Les premiers bâtiments qui sont visés, c'est évidemment l'habitat, mais également les écoles. Suzanne en parlera, mais de toute façon, les enfants sont une priorité et évidemment, viser les écoles, ça a du sens. Et également toute la partie tertiaire, donc notamment les bureaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réduire de 30 à 40%? Alors, une grosse partie passe évidemment par le chauffage, par la ventilation, par l'isolation. Donc, il y a une grosse partie qui passe par là, mais les revêtements de sol contribuent également à l'impact carbone. Et donc, il est effectivement extrêmement important de continuer à travailler et à améliorer l'impact carbone de nos produits. Au-delà de ce sujet-là, on a le sujet de biosourcé qui est fortement poussé par le gouvernement, puisque en fait, il souhaite mettre en place une analyse du cycle de vie qui serait dynamique et qui valorise beaucoup plus les premières années du revêtement et moins les dernières années, où on a ce phénomène de boucle circulaire qui permet de réduire considérablement l'impact carbone de nos produits. Donc, pousser le biosourcé, c'est notamment pousser le bois. Et évidemment, les discussions sont vives sur ce sujet-là. Voilà, donc c'est un sujet qui est important et ce qu'il faut éviter, c'est de se dire on va se battre à fond pour le climat et on va laisser tomber la santé. Encore une fois, travailler l'un sans l'autre
c'est aujourd'hui mettre en danger Ah non, ça. l'humanité. Donc, on doit vraiment travailler sur ces différents sujets conjointement. Je trouve que ça pas être, enfin, c'est vraiment un sujet qu'on doit remettre, nous, en tant qu'industriels, sur le devant de la scène. Et je pense, vous, Suzanne, hein, en tant que Entièrement dirigeante de Medieco. d'accord. On continue le combat. Oui. C'est ça. As-tu d'autres questions, Nancy? Non, justement, je n'en ai plus. Je pense que le temps s'est écoulé. D'accord. Oui, mais nous Par sommes- contre, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions? Non, pas du tout. Bon, bah, écoutez, on va passer à la conclusion. Myriam, si tu veux conclure, ou Suzanne. Écoutez, je vais laisser la parole à Suzanne et puis je clôturerai la discussion après, Suzanne. Ben écoutez, pour conclure, je pense que là, vraiment, je pense que c'est net que Target fait des efforts et que tous ces sujets-là, l'élimination des phtalates, la diminution des particules dans l'air avec la moquette, avec éviter d'utiliser de la colle, c'est énorme parce que nous avons souvent, on a plusieurs projets où on a été obligé de déposer les revêtements de sol dans des collèges, dans des bureaux, parce que à cause de la colle, il y avait des réactions avec la chape qui n'était pas sèche. Et donc, entre les deux, on a eu des émissions. Donc, je pense que quand on peut s'éviter les produits de pose, ben, c'est formidable. Hein, une pose clipsée, une pose avec le système que vous avez mis au point par rapport à une pose collée, il n'y a pas photo. On est content. Ça nous évite des émissions ultérieures. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie et que ben, il faudrait que tous les industriels fassent comme vous. Merci, Suzanne. On continue. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Suzanne d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir encore appris beaucoup de choses aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouvera le 24 juin pour la conférence. Et alors, dans une situation normale, nous aurions fait cette conférence aujourd'hui à l'atelier. On aurait pu avoir des discussions à bâton rompu. Nous regrettons que la situation Covid nous oblige encore à faire ces conférences chacun chez soi. On espère vraiment pouvoir se retrouver en 2021 tous ensemble et pouvoir encore échanger avec la presse, avec des experts et pouvoir revenir à des relations plus humaines qu'à travers des écrans interposés. Ce qui nous amène bien sûr à vous souhaiter une bonne fin d'année 2020 et pour nous retrouver en 2021 tous en bonne santé et prêts pour de nouveaux challenges. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci à l'équipe qui a aidé à préparer et qui, depuis plusieurs semaines, cette intervention et ce webinaire et l'agence 14 septembre qui nous accompagne. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.